Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'écriture de scénario entre autres, et aussi de comment on le conçoit en images, parce que faire du cinéma, oui, il peut avoir une part d'improvisation, mais concrètement, il y a aussi un cadre, il faut rentrer dans une... Il y a une boîte là, qui existe, il faut quand même se mettre dans un cadre particulier, puis c'est ça que je viens vous montrer aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter, pour ceux donc, c'est moi, Christophe Moquin, je me présente, donc on va y aller avec les formalités de base. Donc, j'ai fait mon école secondaire ici, à l'école secondaire Armand-Saint-Onge. J'avais mes cours d'art plastique ici, j'étais tout le temps assis à cette table-là, qui n'a pas changé. Je suis vraiment content de savoir que cette table-là n'a pas changé. Ça, c'est à quoi je ressemblais à ma diplomation en secondaire 5. Comme vous pouvez voir, en 5 ans, je n'ai pas du tout changé. J'ai la même maudite face qu'avant. Ensuite de ça, j'ai fait mon cégep à Rimouski en arts lettres et communication, option cinéma et médias. Donc, en gros, je faisais du cinéma puis de la communication. Ensuite de ça, direction l'Université Laval à Québec, où j'ai fait un certificat d'1 an en cinématographie pour ensuite là, faire le bac en cinéma là, qui venait d'ouvrir, et je le termine en mai prochain. Donc ça, c'est pour mon corpus. Tu peux... Oui. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, je viens vous parler de cinéma de fiction. Je me spécialise dans les deux, le cinéma de fiction et de documentaire. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la fiction. Donc, je vous ai présenté là, un peu brièvement là, ma filmographie. Donc, j'ai commencé en 2019 mon premier film qui s'appelait Réciproque, que j'ai tourné ici même à Amkoui avec la TVC de la Matapédia. J'ai même tourné concrètement là, dans l'école, un peu dans les ailes en bas, proche de Diffusion Morticus, puis aussi dans les coins d'éducation physique qu'on a tourné dans l'école. Sinon, eh bien, les deux films qu'on va surtout parler aujourd'hui pour le cours, c'est Tous les mêmes que j'ai réalisé en 2021, qui était un projet pour le cégep. Et L'Après, qui est ma dernière fiction en date, que j'ai fait en 2022 à Québec pour le certificat à l'Université Laval. Donc voilà, maintenant que je me suis présenté, on peut vraiment passer au concret. Donc, qu'est-ce que la scénarisation? Donc, brièvement, le petit sommaire de la séance, je vais commencer par vous parler de l'écriture du film, qui est le point d'origine d'un travail créatif. Ensuite de ça, on va parler aussi un peu du tournage du film, parce que c'est bien beau d'avoir écrit un scénario, il faut aussi savoir le tourner. Ensuite de ça, je vais vous donner quelques outils pratiques, des conseils, puis si on a le temps, à la fin, il va y avoir une période de questions. Mais si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas à lever la main là, puis pour m'interrompre, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, pour ce qui est de l'écriture du film, il faut savoir écrire une histoire. C'est de ce qu'on va parler tout d'abord, donc la structure du récit. Le récit, en fait, ça se crée en plusieurs actes. Donc, il y a présentement, premièrement, la situation initiale. Donc, la situation initiale, c'est concrètement qui, où, quand, quoi. Pour le film Tous les mêmes, entre autres, c'était Thomas Savoie, qui était où? Bon, là, c'est un endroit fictif, mais on peut dire Rimouski, parce que c'est là qu'on a tourné. Quand? Encore une fois, c'était un temps relativement fictif, on peut dire de nos jours. Puis, c'était quoi? Bien, c'était un étudiant en philosophie qui vivait sa vie tout bonnement. Ensuite de ça, il y a l'élément perturbateur, aussi appelé l'élément déclencheur. Ça, c'est ce qui va faire commencer notre récit. On a un personnage il va y arriver quelque chose qui va faire en sorte qu'il va devoir trouver une solution à cet élément déclencheur-là. En d'autres mots, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour que ça crée une histoire? Eh bien, ici, dans ce film-ci, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il se réveille un beau matin, puis tout le monde est lui. Il se ramasse dans un environnement où tout le monde a son enveloppe corporelle. Tout le monde est lui. Donc ça, c'est l'élément perturbateur. Ensuite de ça, bien, il y a les péripéties. Parce qu'une fois qu'il a compris que c'est ça qui est en train d'arriver, bien, il faut qu'il se trouve une conclusion à ça. Puis pour arriver à sa conclusion, il faut qu'il passe par plusieurs péripéties. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans un court-métrage, généralement, il y a entre 2 et 3 péripéties.
Et des fois, ça peut être intéressant que la péripétie dans le milieu soit ce qu'on appelle une péripétie pivot. Vous avez sans doute déjà tous vu un film où arriver un peu vers la fin, quand tu sens que le personnage arrive enfin à ses fins puis il va réussir sa quête, il se passe quelque chose qui fait en sorte qu'il est atterré puis il a l'impression que tout est fini puis qu'il ne pourra pas résoudre sa quête finalement. Ça, c'est l'élément pivot. Ensuite de ça, après les péripéties, il y a la résolution. Donc, la résolution, c'est la résolution de sa situation élément déclencheur. Oui? C'est un peu comme un dénouement, mais... C'est un peu le dénouement, oui, c'est ça. C'est une autre façon de le dire. Ici, c'était dans ce film-là, c'était le professeur Hamelin qui débarquait puis qui expliquait à Thomas qu'est-ce qui se passait, où c'est qu'il était rendu, parce que la quête du personnage, c'était de comprendre pourquoi ça, c'est en train d'arriver. Donc, sa résolution, c'était la compréhension. Et ensuite de ça, on a la situation finale. Dans ce film-là, j'ai voulu créer un petit gag, donc le lendemain ou le surlendemain, Thomas se réveille et tout le monde ressemble au professeur Hamelin. Parce que dans un court-métrage aussi, il faut savoir des fois surprendre avec sa finale. Sa situation finale peut être un gag. On voit aussi ça dans le long-métrage. On peut penser, je ne sais pas si vous avez déjà vu Retour vers le futur, mais à la fin du premier film, la DeLorean, gag de fin visuel, elle s'envole. La DeLorean qui ne s'était jamais envolée de tout le film. Finalement, ils ont dû faire une suite et ils ont été pognés pour faire une voiture volante. Mais à la base, ce n'était qu'un gag pour surprendre le spectateur à la toute fin. C'est ce qu'on a ici là, avec cette situation finale. Donc, concrètement, la première étape de votre écriture, c'est ça. C'est de trouver tous ces points-là. Et moi, je vous conseille vraiment de les mettre sur papier, de les écrire. Donc, tu sais, si on fait un récapitulatif du film, la situation initiale, Thomas Savoie, étudiant en philosophie. Son élément déclencheur, c'est qu'il réalise que tout le monde est semblable à lui. Et là, s'ensuit les péripéties. Il va parler à un homme dans la rue qui ne réalise pas le changement. Donc là, il va comprendre à ce moment-là que c'est juste lui qui comprend ce qui est en train, qui réalise ce qui est en train de se passer. Ensuite de ça, il va appeler son ami pour lui demander s'il a remarqué le changement. C'est une autre péripétie. Et il va aller se renseigner à la bibliothèque pour finalement comprendre qu'il ne comprend rien, finalement. Ensuite de ça, la résolution, comme je vous disais, il rencontre le professeur Hamelin qui lui explique la situation. Donc, il a résolu son élément déclencheur. Et la situation finale, le lendemain ou le surlendemain, tout le monde est semblable au professeur. Situation finale humoristique. Ensuite de ça, une fois que vous avez tout ça, là, vous pouvez concrètement commencer votre scénario. Quand on commence à écrire un scénario, c'est toujours important de 1. Savoir ce qu'on veut le dire. 2. Comment on va le dire. Et 3. Comment ça va se finir. On ne part pas de rien en se disant « Ah, là. J'improviserai pas. C'est ça, j'improviserai pas. En fait, il ne faut pas vous dire « L'inspiration va me donner à la fin ». Si vous faites ça, votre scénario, on va le sentir que c'est allé tout bord, tout côté. C'est dans l'autre étape que là, vous pouvez aller tout bord, tout côté, rebrasser des affaires. Quand vous arrivez à l'écriture du scénario, là, il faut que tout soit déjà précis dans votre tête. Donc, concrètement, voilà à quoi ressemble un scénario en cinéma. Donc, il y a plusieurs trucs là, dont on va revenir ici. Donc, premièrement, il y a la scène, qui est très important. En fait, la scène, c'est ce qui va situer votre action. Donc, ext ou int, c'est extérieur ou intérieur. Ensuite de ça, vous mettez le lieu et vous mettez le temps. Par exemple, ici, on a extérieur, rue, soir. Fait que, déjà, avec cette indication-là, on sait exactement là, concrètement où on est dans notre scène. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle les didascalies. Ça, les didascalies, c'est vos actions. Donc, mettons, dans le vent, des branches d'un arbre se balancent. Charles marche dans la rue, la tête regarde le sol. C'est concrètement les mouvements des personnages que les personnages font et ce qu'on voit à l'écran. Et ensuite de ça, il y a les dialogues. Dans les dialogues, vous mettez votre personnage pour que la personne qui va lire votre scénario sache c'est qui et le dialogue. Alors, voici quelques petits conseils lorsque vient le temps d'écrire un scénario. Premièrement, un scénario, ce n'est pas un roman.
Au niveau du didascalie, là, partez pas avec des affaires de prose. Puis, comme exemple, dans le vent froid d'automne, de grandes et lourdes branches d'un arbre dansent dans la pénombre. Écrivez pas ça. Dans le vent, des branches d'un arbre se balancent. Voilà, c'est concret, on a compris. Vous n'avez pas besoin de partir dans des affaires qui n'ont pas de bon sens. Les didascalies, c'est en français soutenu. Mais le dialogue, à moins que votre personnage parle du français le plus soutenu possible, vous les écrivez comme les personnages parlent. Dans mon premier film, Réciproque, pour l'anecdote, j'avais fait cette erreur-là à plusieurs reprises. Mes personnages parlaient dans le scénario en français soutenu. Et quand on est arrivé à tourner le film, le nombre d'acteurs qui venaient me voir et disaient « Ouais, cette réplique-là, je peux-tu te la faire de même à la place? » Enlever le « je te » puis mettre un « je te ». Puis j'étais comme « Oui, ben oui, fais-le. » Mais c'était à moi de déjà l'indiquer dans le scénario à la base. Ce qui a fait en sorte qu'on a perdu des fois du temps sur du tournage parce qu'il fallait réajuster les dialogues parce que je les avais écrits trop en français soutenu. Donc, dans un dialogue, là, vous n'êtes plus dans un cours de français à ce moment-là. Fait que des « je te », des sacs, si votre personnage sac, des mots anglais, des expressions loufoques que vous inventez, vous faites parler vos personnages comme vous le voulez et vous l'écrivez à la virgule près de comment le personnage va concrètement parler. Parce que faut savoir que le scénario, c'est un outil. Le scénario, c'est pas le film. C'est un des outils qui va amener au film. Et cet outil-là, toute votre équipe, vos comédiens, si vous filmez avec d'autres gens, toutes ces personnes-là vont avoir accès à ce scénario-là. Donc, il faut que vos indications de scénario soient le plus claires possible. Ensuite, pour que vous calculiez à peu près là, le temps de tournage que va prendre votre scénario, il faut savoir qu'une page de scénario, ça égale environ 1 minute de film. Bon, ça, c'est pas une science exactement précise, là. C'est ça que tous les profs disent. C'est vrai dans la grande majorité du temps, mais des fois, c'est pas vrai aussi. L'après, c'est 12 pages de scénario, si ma mémoire est bonne, puis ça a fait un film de 9 minutes. Pourquoi? Parce que c'est un film avec beaucoup de dialogue. Puis, le jeu des acteurs est un jeu très rapide dans ce film-là. Donc, une page ressemblait plus à 40 secondes. Mais généralement, une page de scénario égale environ 1 minute de film. Dernier conseil pour la scénarisation aussi. Si vous faites plusieurs versions de votre scénario, laissez des traces de ce que vous faites. Vous faites une première version de scénario, puis mettons le lendemain ou le surlendemain, vous décidez que dans telle scène, ça serait peut-être plus intéressant que les personnages disent ça ou parlent de ça. Conservez ce qu'on appelle la V1 et faites une deuxième version parce que peut-être que sur le coup, votre nouvelle bonne idée, c'est une excellente idée. Vous allez la relire dans 2 jours, vous allez faire ça. Quoi? Finalement, je préférais la première version. Et si vous n'avez plus accès à votre première version, bien là, vous perdez un temps fou à devoir réécrire, vous rappeler, tout ça. Donc, garder des traces de ce que vous faites, c'est extrêmement important. Un scénario de court-métrage, quand on a tout le temps du monde pour l'écrire, peut avoir plusieurs versions. L'après, justement, a de mémoire, c'est 6 versions de scénario. Un film que j'ai tourné cet été, 10 versions de scénario. J'ai toutes conservé ces versions-là parce que des fois, ça peut être intéressant d'aller voir c'était quoi la V3, mettons. Parce que quand tu es rendu à la V10, ça fait 6 mois que tu écris. Des fois, ça peut être intéressant d'essayer de se rappeler d'où c'est que tu es parti pour en arriver à ça dans ta scène. C'est quoi le V? Hein? C'est quoi les V et V3? En fait, V, c'est pour version. Version 1, version 2, c'est juste... C'est un terme plus condensé. La V1 de ton film, la V2. Ensuite de ça, une fois que votre scénario est écrit, partez pas en tournage tout de suite. Préparez votre tournage. C'est extrêmement important. Donc, voici là, les étapes d'après-écriture. Premièrement, vous devez dépouiller votre scénario. Ça peut paraître plate de même, puis je vais vous l'expliquer, vous allez voir, vous allez encore trouver ça plate, je suis pas mal sûr.
Moi, tout, la première fois que j'ai eu à faire un dépouillement de scénario, je me suis dit que ça allait être la partie la plus plate du travail. Mais, maudit que ça nous a aidé, par exemple, quand il y a eu le temps de tourner. Donc, concrètement, c'est quoi? Dépouiller un scénario. Vous voyez ici, ça, c'est le dépouillement d'un film qui ne s'est jamais réalisé finalement parce qu'on n'a pas eu le temps ni les moyens. C'est aussi ça le cinéma. Donc, concrètement, ce que vous faites, je vais me rapprocher un peu de l'écran. Donc, vous faites un tableau comme celui-là. C'est une page. Généralement, c'est une page pour une scène. C'est un tableau par scène. Donc, comme là, vous le voyez, là, ça, c'était la... Ah, wow! Hey, la technologie, mon Dieu! Donc, comme vous voyez, nous, on avait fait... Ça, c'était celui de la scène 4. C'était un tournage en extérieur dans un stationnement. Donc, tu mets tes comédiens, tes personnages. Donc, ici, c'était Carl et Simon. Puis là c'est sûr que ça, c'est une version... c'était pour un travail d'université, fait qu'il fallait... Vous n'avez pas besoin d'être aussi précis que ça. S'il n'y a pas de cascade dans votre film, pas besoin de marquer « cascade ne s'applique pas ». C'est juste nous autres, il fallait qu'on fasse le plus cadré possible, universitaire. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des cascades, la figuration, c'est quoi les rôles, la sécurité, là, ça c'est... mais ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est quand vient le temps des costumes maquillage. C'est quoi qu'ils vont porter, vos personnages, concrètement? Parce que c'est des objets qu'il faut apporter concrètement au tournage. Par exemple, l'après, on l'a tourné sur 2 soirs. Mais dans le film, c'est 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes dans la vie de ces 3 gars-là. Mais qu'on a tourné sur 10 heures. Pour être raccord, il a fallu qu'on ait nos costumes. Puis que ces costumes-là, on les tâche pas, puis qu'on en fasse attention, puis tout ça, pour pas créer de faux raccords à l'image. Puis donner l'illusion qu'on a tourné ça en 15 minutes, puis que c'est un moment réel et concret, même si ça nous a pris 10 heures à tourner. Donc, c'est très important de mettre sur papier quels seront vos costumes, vos accessoires. Si vous voyez plus grand et que vous avez besoin d'une voiture, par exemple, ou mettons qu'on va fou, vous avez besoin d'un bateau, vous avez besoin de n'importe quel accessoire, marquez-le, notez-le. En fait, tout ce qu'il y a dans votre tête, marquez-le, puis nommez-le. Parce que vous savez ce qui se passe dans votre tête. Votre équipe, elle ne sait pas ce qui se passe dans votre tête. Un dépouillement de scénario, oui, c'est intéressant parce que concrètement, ça montre, ça va être quoi, les besoins du film. Mais aussi, c'est intéressant parce que c'est votre tête que vous mettez là. Je ne sais pas si je suis clair là, avec ma métaphore, mais c'est concrètement ce qui se passe dans votre tête que vous mettez sur papier. Puis les autres, ils ne peuvent pas lire dans la tête. C'est ça, les autres ne peuvent pas lire dans votre tête. Donc ça, c'est pour le dépouillement du scénario. Tu peux passer à la prochaine. Ensuite, un tournage de scénario, concrètement, quand il faut le tourner, il faut être précis dans son tournage. Donc pour ça, il faut faire un horaire de tournage. Donc ça, c'est l'horaire de tournage de l'après, qui était le court-métrage dont on parle depuis tantôt. Donc, encore une fois, ça, c'est une version très concrète de à quoi ressemble un horaire de tournage, mais vous pouvez faire plus petit que ça. Mais en gros, ce qui est important avec l'horaire de tournage, c'est à quelle heure arrive votre monde, puis quelle scène vous allez tourner à quel moment. C'est les 2 trucs importants. Parce que dans le cinéma, le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut être concret dans son temps et savoir exactement à quelle heure mon équipe va arriver, à quelle heure mes comédiens vont arriver. Chose très importante aussi. Mettons que vous voulez tourner, je sais pas, mettons qu'on prend l'exemple là. Vous voulez tourner à 17 h parce que c'est un tournage de soir, puis à 17 h, le soleil est couché. Visuellement, on va avoir l'impression qu'il est plus 10h30, ça fit. Faites pas arriver votre monde à 17 h. Faites-le arriver au moins 1 heure d'avance pour le temps de se préparer et tout ça. Exemple concret, toujours sur l'après. La deuxième journée, je fais arriver mon monde, il était à 16 h. Tout le monde arrive à 16 h, ça s'installe, ça commence à jaser, ça prend ses équipements, ça boit des boissons énergisantes parce qu'on sait qu'on n'est pas couché avant 2 h du matin. Et on a
un défaut au niveau du son. Nos appareils, là, on a travaillé, c'est exactement, c'est ces box comme ça. Bien, ces box-là, on ne sait pas pourquoi, mais ils ne marchaient pas. Ça, c'est un peu comme imaginez que c'est un talkie-walkie. Tu sais, là, j'ai l'émetteur ici, le récepteur est présentement plugué sur la caméra qui se trouve là. Eh bien, il n'y avait pas la réception. Et ça, c'est un problème, parce qu'on a besoin de son. Fait que finalement, moi, j'ai dit qu'on était prêt à tourner à 17 h. Finalement, on a commencé à tourner, il approchait plus 18. Mais imaginez si j'aurais fait arriver mon monde à 17 h pour un tournage prêt à tourner à 17 h. On n'aurait pas commencé avant au moins 7 h, 7 h 30, puis on aurait sans doute fini à 3 h du matin, ce que personne veut vraiment. Donc, tout ça pour dire, si vous voulez tourner, par exemple, à 17 h, faut que votre monde arrive au moins 1 heure d'avance parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut avoir un bris technique, tout ça. Puis aussi, mais si on nommait l'idée du bris technique, même si vous n'avez aucun problème, dites-vous qu'avant d'arriver à être efficace dans un tournage, il y a toujours un moment là, avant le tournage où c'est long avant qu'on embarque et c'est normal. Une fois que tout ça est fait, là, c'est vraiment le moment de tourner. C'est-tu pas le fun? Là, vous allez vraiment rentrer dans le concret. Une fois que tout ça est installé, vous êtes prêt à tourner parce que vous avez toutes vos armes, en fait, pour tourner. Vous êtes prêts. Vous êtes ready pour, t'sais, en bon français. Alors, j'ai décidé de vous parler dans cette deuxième partie. Ah, c'est parfait. En plus, il est 10h24. Ça tombe direct que je surveille mon heure aussi parce que je suis du genre à parler beaucoup, moi. Fait que... Donc, je vais vous parler du découpage de son scénario. Parce que oui, là, concrètement, vous avez un scénario, c'est super le fun, tout le monde est content, on vous applaudit. Mais vous n'avez pas fini parce que comme je l'ai dit, j'aurais pas appelé le cours ainsi. Le scénario n'est pas le film. Mettez-vous bien ça dans la tête. Le scénario, c'est un outil pour concevoir votre film. Et concrètement, il faut savoir le mettre en image. Tourner une fiction, ça ne s'improvise pas. Ça se calcule, ça se prépare. Parce que si vous improvisez, là, je vous confirme que quand vous allez arriver au montage, vous allez sacrer après vous-même. Vous allez vous détester. Parce que vous allez voir que, oh mon Dieu, quand je mets ce plan-là avec ce plan-là, ça ne marche pas pantoute. Ou tel personnage a l'impression de parler à quelqu'un qui n'existe même pas parce que... Et là, concrètement, pour pas que vous ayez ces obstacles-là, c'est là que j'arrive au découpage du scénario. Je vais vous montrer concrètement là, les différents types de plans. Donc, on a 3 catégories d'échelle de plans. On a les plans larges, les plans moyens, puis les plans... on a les plans larges, plans moyens, plans rapprochés. Ça se peut que je me trompe dans cette information-là, mais commençons par les plans larges. Donc, les plans larges, il y en a 2 types. Il y a les plans généraux et les plans d'ensemble. Pour analyser un plan, pensez à votre sujet. Ici, le sujet, c'est dans les 2 cas, en fait, ça va être dans tous les exemples, c'est Thomas Savoie. Donc, dans le plan général, notre sujet, il est loin. Parce que ce qu'on veut montrer, c'est le lieu dans lequel il gravite. Ici, c'était le cégep de Rimouski. On voit qu'il rentre dans le cégep. C'est le début de la scène. Et à quoi ça sert le plan général? C'est justement à situer le personnage dans l'action pour ton public. Parce qu'il faut toujours que vous pensez au public qui va voir le film. S'il n'y a pas ce plan général-là, le public qui va voir le film, c'est pas où il est Thomas Savoie. Peut-être que dans votre scénario, c'était écrit « Thomas Savoie entre dans le cégep de Rimouski ». Mais ton public, il l'a pas, ça. Il faut que tu le mettes en image, cette phrase-là. Pour la mettre en image, le plan général est parfait pour ça. Et ensuite de ça, il y a le plan d'ensemble. Ça, le plan d'ensemble, tu es un peu plus proche de ton sujet, mais concrètement, tu vois encore dans quel environnement qui est. Tu sais, concrètement, mettons que je prends Geneviève en exemple. Un plan d'ensemble, je mettrais ma caméra sans doute là, je verrais toute la classe. Ça serait mon plan général. Si je fais un plan plus d'ensemble, je rapprocherais ma caméra, toujours le sujet c'est Geneviève, mais je mettrais ma caméra plus là. Fait qu'au lieu d'avoir toute la classe, on verrait juste une partie de ce bureau-là. Mais on est encore dans un plan large
Parce qu'on peut quand même situer que c'est une classe, tu sais, on voit le bureau, on voit on voit les fenêtres en arrière, tout ça. Fait que ça, c'est pour les plans larges. Ensuite, on a... Ah, les plans moyens, je ne m'étais pas trompé, c'était bien ça. Donc, on a le plan américain aussi, plan moyen, c'est pour ça que j'étais un peu mêlé dans mes termes. En fait, le plan américain, pour l'anecdote, pourquoi ça s'appelle comme ça? Vous avez sans doute déjà tous vu une image de film de western. Tu sais, là, les deux sont là, le gun ici, puis c'est le premier qui tire. Duel, hein? Le duel. On a tous déjà, avec le botte de foin, là. On a toute cette image-là. Bien, ça s'appelle un plan américain parce que, en fait, imaginez, tu sais, le gun il est ici, fait que c'est le plan où on voit jusqu'au gun. Fait que c'est à peu près un plan, ben, on le voit ici, là. Je savais pas, il m'a appris cette info-là. Je savais pas que c'est pour ça que ça s'appelait plan. Ça s'appelle comme ça, mais aujourd'hui, ça s'appelle aussi plan moyen. Des fois, vous allez lire ou entendre plan américain, des fois plan moyen, c'est le même plan. Puis sinon, ben, il y a les plans taille. Fait que, tu vois, on a le plan américain qui est à peu près ici, puis on a le plan taille, ça le dit, c'est au niveau de la taille. Puis ça, ben, les plans moyens, c'est beaucoup intéressant quand il y a du dialogue. Parce que là, on est plus près du sujet. On est avec lui. Et ensuite de ça vient les plans rapprochés. Les plans rapprochés, c'est très intéressant si vous voulez mettre de l'émotion dans votre image, dans vos films. Parce que c'est là qu'on est le plus près possible du sujet. On a le plan poitrine, qui est, ça le dit, ça arrête ici. Donc là, comme vous voyez, on est vraiment plus proche que dans le plan moyen. Et là, ça peut justement amener à l'émotion parce qu'on est près du visage de notre sujet. Comme vous voyez ici, dans ce plan poitrine-là, c'était Thomas Savoie qui découvre que tout le monde est lui. Et on voit un peu sa détresse dans le visage. Si ça aurait été un plan trop éloigné, on aurait peut-être perdu de l'émotion que le personnage a. Et sinon, on a aussi le gros plan, qui sert relativement à la même chose. C'est toujours pour capter l'émotion du sujet, mais ça le dit de façon plus grossière. D'où le gros plan, comme ici, vous voyez, c'est quand Thomas Savoie réalise qu'il est un peu dans la merde, on va se dire, puis qu'il ne comprend rien. Puis il est au dernier de dessous là, à ce moment-là. Donc ça, c'est pour les différents plans. Tu peux passer à la prochaine. Ah oui, et c'est vrai. Et il y a aussi les plans d'insert. Les plans d'insert, c'est là où vous partez du sujet pour montrer autre chose, pour vous focaliser sur quelque chose. Puis ça peut être utilisé de différentes manières. T'sais, je vous ai donné 2 exemples ici. T'sais, ça, c'était vraiment juste pour montrer c'est quoi qu'il y avait sur son téléphone. T'sais, le plan avant, c'est lui qui prend son téléphone. Puis là, après ça, ben, tu fais un plan d'insert de son téléphone pour que le public... c'est un peu comme ce que voit le personnage. Mais des fois aussi, ça peut être intéressant d'un point de vue histoire et scénarisation, comme ce plan-ci. Quand on a fait ce film-là, une de nos contraintes, quand est venu le temps de faire la scénarisation, c'est que Thomas, il va parler avec d'autres Thomas. Fait qu'il ne va jamais dire qu'il s'appelle Thomas. Mais à la fin, dans la twist, quand on entend le professeur Hamelin dire son nom, Thomas Savoie, Thomas Savoie, Thomas Savoie, il faut que ça accroche. Et pour ça, il faut savoir le nom. Concrètement, comment on fait pour présenter le nom du personnage sans nommer le personnage? On fait un plan d'insert, puis d'un objet concret, c'est-à-dire ça, c'était un de ses cahiers de notes, et on a tout son nom complet. En un plan, le public, concrètement, c'est ce qui se passe. C'est concrètement avec un seul plan qui est le personnage. Donc ça, c'est pour les plans d'insert. Maintenant, on va s'amuser un peu. Donc, pendant 1 minute, je vais arrêter de parler. On va écouter 1 minute du film l'après. As-tu déjà mis à 1 minute? Oui, il va juste te rester à faire play, puis tout. Tu devrais même couper au bon moment, là, si j'ai bien réglé mes affaires. Puis, je vous demanderai de vous concentrer sur les plans, sur tout ce que je viens de vous expliquer, sur les différentes échelles de plans.
Et après, je vais vous demander de m'en identifier dans la séquence qu'on vient de regarder. Hey, salut mon Charles! Tu veux texto? Oui, entre, fais comme chez toi. Comme ça, c'est fini? Tu l'as laissé? Ouais. Bonne affaire, ça. C'était pas une fille pour toi, anyway. Hey, merci mon Carl, ça me remonte le moral, ça. Incroyable. Ben quoi? J'ai raison ou j'ai pas raison? T'en sais quoi? C'était peut-être la femme de ma vie, puis je vais vivre le restant de mes jours tout seul. Ben voyons, tu capotes. Hey, les filles, là, il y en a des tonnes. L'âme sœur, là, la flamme jumelle, c'est bien juste une invention pour que TVA puisse passer des films sur l'heure du lunch. T'es tellement cave des fois, man. Je suis passé au dep dès que j'ai su. Ça va faire du bien. Pas sûr de ça, moi. Ben oui. Ah, Simon a raison, là. Donc, ma question, qu'est-ce que vous avez vu? Oui. Oui, il y a eu des plans poitrine, en effet. Oui, il y a eu des plans taille aussi, en effet. Est-ce que vous en avez vu d'autres? Oui, la bière, plan d'insert. Bon, ben, je pense que vous avez bien suivi. Je vais vous montrer là, concrètement le découpage. Voilà la scène que vous venez de voir. Donc, en partant, il y avait un plan d'ensemble. Bon, j'avoue qu'il était quand même petit comme plan d'ensemble, mais on était dans un petit appartement, mais ça situe quand même tout le lieu. Ensuite de ça, on avait un plan américain, parce qu'on voyait Loom, le comédien, à peu près jusqu'au genou. Ensuite de ça, on a eu un plan moyen. On a eu, on l'a fait mention, les plans poitrine. On est retourné sur un plan américain. Ensuite de ça, on est retourné sur un plan moyen. Et oui, on en a fait mention, le plan d'insert. Ben, le plan taille, C'était plus en américain, ouais, mettons que ça aurait été un examen, là, puis que tu m'aurais marqué plan taille, je te l'aurais donné quand même, parce que ouais, c'est ça, surtout que là, c'est bien le fun, là, c'est figé, mais les personnages, ils bougent dans le plan, fait que je te l'aurais donné, le plan taille. Alors, continuons à parler d'échelle de plan, mais là, en parlant de prise de vue. Pour ça, je vous ai donné comme exemple un film... la réponse à ta question. Je vous ai donné comme exemple un film, je ne sais pas si vous le connaissez, ça a été bien populaire dans les années 2000, Harry Potter. Donc, en fait, il y a différentes prises de vue. En fait, il y en a 3, comme vous pouvez voir. Il y a le neutre, le plongé et le contre-plongé. Concrètement, là, je vous explique... En photo aussi. Que vous utilisez aussi en photo. En fait, tout ce que je vous dis là par rapport au plan depuis le début s'applique aussi en photo. Parce qu'en fait, le cinéma, c'est faire des images en mouvement. La photographie, c'est faire des images qui ne bougent pas. Mais au final, faire des images, c'est faire des images. Puis l'un s'applique à l'autre. Fait que si vous décidez de faire de la photo au lieu de faire du cinéma, tout ça, concrètement, vous pouvez aussi le réaliser. Donc, fin de la parenthèse sur l'image est une image. Les différentes prises de vue. Donc, premièrement, on a le classique, la prise de vue neutre. C'est celle que vous allez le plus employer. En fait, là, ça le dit, vous êtes avec le personnage. Mettons que je prends encore Geneviève comme exemple. Je mets la caméra environ au niveau de ses yeux, puis je suis, d'un point de vue d'angle, assez... En photo, on appelle ça beaucoup à hauteur d'œil. À hauteur d'œil, oui, c'est ça. Ça pourrait être une bonne façon de le faire. Mais, des fois, c'est intéressant d'utiliser la plongée et la contre-plongée. Vous voyez... Ben, je vais vous poser une question. Quand vous voyez ces deux images-là, qu'est-ce que vous sentez par rapport aux personnages, par rapport à leur rapport de force? Il y en a un qui est plus grand, en effet. Hagrid, dans le film, le personnage, c'est un demi-géant ou géant? Demi-géant. Demi-géant, oui, c'est ça, merci. Ça fait longtemps que j'ai vu Harry Potter. C'est un demi-géant. L'acteur, là, il a ma taille. Ça paraît pas dans le film, hein? Pourquoi ça paraît pas? Parce qu'ils ont utilisé la plongée et la contre-plongée. Je vais encore prendre Geneviève en exemple. Mettons que j'ai une caméra, OK? J'ai le plan neutre. Si je fais une plongée, je vais mettre la caméra plus comme ça. Si je fais une
Puis là, elle va avoir l'air tout petite, vulnérable. Si je fais une contre-plongée, je vais la mettre comme ça. Là, elle va avoir l'air forte, en puissance, et ça peut être très intéressant pour un film. Parce que là, je vous ai donné l'exemple d'Harry Potter parce que c'est un exemple classique. Pourquoi ils ont fait de la plongée contre-plongée? Et, by the way, à cette heure, maintenant que vous allez voir, quand vous allez revoir Harry Potter, vous allez juste voir ça. Je viens de vous scraper toutes les scènes avec Hagrid parce que vous n'allez rien que voir ça. Ils l'ont fait dans une idée pratique parce qu'il fallait que le géant soit géant puis que le petit soit petit. Mais des fois, ça peut être intéressant aussi ça peut apporter de l'émotion. C'est là que je voulais aller. Par exemple, vous avez dans votre film, vous avez un boss tyrannique, un boss méchant qui tapoche sur ses employés puis tout ça. En fait, qui est votre méchant du film. La première fois là, qu'on voit votre méchant, vous pouvez utiliser la contre-plongée pour lui donner de l'importance, pour lui donner une grandeur plus grande que ce qu'il est en vrai. Et à l'inverse, si dans votre film, il y a une victime, cette victime-là, vous pouvez, dans un but d'émotion, la filmer en plongée pour la montrer à sa vulnérabilité, son plus petit possible. Et avec la plongée contre-plongée, vous pouvez travailler les rapports de force entre vos personnages. Parce que visuellement, vous l'avez mentionné, il y en a un qui a l'air plus grand que l'autre, qui a l'air plus imposant, qui a l'air plus massif. Puis pourtant, cet acteur-là, il est juste un petit peu plus gros que moi, mais il a ma taille. Dans la vie, il n'était pas imposant, cet acteur-là. Ben oui, il l'est devenu parce qu'il faisait Hagrid, mais c'était un personnage relatif. C'était un homme de taille moyenne. Tu peux passer à la prochaine. OK, ça, je vais y aller brièvement parce que j'aurais pu vous faire un cours spécialement sur ça, sur les différents mouvements de caméra. Donc, dans votre film, la caméra, c'est là la différence entre la photo et le cinéma. C'est que la photo, c'est des images fixes, tandis que le cinéma, c'est des images en mouvement. Donc, vous avez le plan fixe, comme par exemple ce que je suis en train de filmer. Là. Ça, c'est un plan fixe. Ça fait 1 heure que la caméra ne bouge pas. Elle est là, elle est fixée sur son trépied. Ça, c'est le plan fixe. Il y a aussi la caméra épaule. Là, moi qui pogne la caméra, puis là, je me promène avec. Comme le projet Blair, hein? Comme le projet Blair Witch, c'était de la caméra... C'est aussi appelé de la caméra portée. Ça dit ce que ça dit. Ça, c'est aussi beaucoup utilisé en documentaire, ça. La caméra épaule, je fais une petite parenthèse documentaire parce que dans le documentaire, c'est intéressant d'être très, très près de son sujet et être carrément la caméra dans l'action. Donc, ça arrive très régulièrement en documentaire que tu vas voir le caméraman partir avec la caméra puis aller se promener dans l'action. Ça, c'est la caméra épaule. Sinon, il y a le travelling. Le travelling, c'est aussi un plan en mouvement. En fait, imaginez que j'ai ma caméra puis je veux faire un travelling avant. Je veux montrer Geneviève qui travaille. Fait que là, je vais prendre ma caméra et je vais me déplacer comme ça en travelling avant. Il y a aussi le travelling arrière et aussi, mais je ne me rappelle plus, là, circulaire. Donc ça, c'est les différents travelling. Ensuite, il y a le zoom. Le zoom, ça dit ce que ça a à dire. En fait, vous faites littéralement un zoom dans votre image. Et sinon, très intéressant aussi, le plan séquence. Le plan séquence, c'est un plan qui fait toute votre séquence, toute votre scène. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que cette scène-là ne sera pas découpée comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire, par exemple, plan large, plan moyen, c'est ça. Il va être découpé un peu de cette façon-là, mais sans jamais s'arrêter. C'est le plan séquence. Donc, par exemple concret, je filme un jeune de secondaire qui s'en va à son cours. Avec la caméra, action! Il est à sa case. Il prend ses affaires et il se dirige vers son cours, puis on entend dans une narration ce qu'il dit. Mettons, ça, c'est la scène. Puis je décide de la faire en plan séquence. Fait que toute la scène, dès qu'on fait action, on la fait au complet. On la fait toute sans couper. En gros, ça, c'est le plan séquence. Tu peux... Et pour finir sur le découpage,
le chant contre chant. Ça, le chant contre chant, c'est utilisé dans le dialogue. En fait, c'est quand deux personnages se parlent. Ce qui est intéressant, je pense que je vais encore y aller concrètement, je vais encore prendre Geneviève comme exemple parce que c'est parfait dans la position qu'elle est. Imaginons que je veux tourner une scène où je discute avec Geneviève. Moi, je suis là, elle est là. Concrètement, pour la découper, je vais faire un premier plan où j'installe ma caméra ici et que j'explique, je tourne tout le plan des dialogues à Geneviève. Ensuite de ça, je vais retourner ma caméra et on va aller sur moi. Et là, on va tourner un deuxième plan où on refait la scène exactement de la même façon, sauf que maintenant, la caméra est orientée sur moi. Un peu comme là. Vous voyez ça, ces deux plans. On a tourné un premier plan où il y avait le comédien Vincent qui faisait ses répliques et moi, je faisais aussi mes répliques. Et ensuite de ça, on a mis la caméra sur moi et on a fait ça. Et ensuite de ça, dans le montage, c'est là qu'on vient rabouter les deux. Aussi, dernier petit point sur le chant contre chant. Le chant contre chant, pour bien le faire, ce qui est intéressant, c'est de respecter la règle du 180 degrés. Je vais vous parler brièvement de la règle du 180 degrés. On revient sur la scène de moi et Geneviève qui discutent. Donc, je vais m'asseoir. Moi, je suis là. Geneviève est là. On fait une première image où c'est l'image Geneviève. Imaginez une ligne invisible entre nous deux. Il ne faut pas traverser la ligne. Parce que si je fais un plan avec Geneviève, ensuite de ça, je viens mettre la caméra ici, par exemple. Je traverse la ligne. Je suis plus dans le 180 degrés. Vous voyez, c'est vraiment comme si c'était... Et en traversant la ligne, là, je n'ai pas d'image concrète parce que j'en ai pas trouvé, mais vous pourrez le tester, c'est très, très simple à tester. Vous allez voir que si vous mettez les deux images en parallèle, vos personnages n'auront pas l'impression de regarder à la même place. Okay. Vos personnages vont avoir l'impression qu'un regarde à droite et l'autre regarde à gauche. Et non que les deux se regardent yeux dans les yeux parce que vous avez traversé cette ligne imaginaire-là. Alors, les petits conseils pour finir. Donc, premièrement, vos sujets, parlez de ce qui vous tient à cœur. Parlez de ce que vous aimez. En fait, écrire un film, c'est mettre un peu une partie de soi. En fait, créer, c'est mettre une partie de soi dans quelque chose. Que ce soit de la photographie, du cinéma, de la danse, de la musique. C'est ça aussi, créer. Fait que parlez de trucs qui vous touchent, de trucs qui vous tiennent à cœur. On va le sentir dans votre écriture, dans votre façon de le faire, plus que si vous faites un sujet que vous trouvez comme correct sans plus. Et aussi, c'est que si vous décidez là, que faire des films, j'aime vraiment ça, puis un peu comme moi, vous décidez de tout le temps en faire. Quand vous allez vous mettre à faire des films, pas pour l'école, vous allez avoir plus de temps pour faire votre film. Comme par exemple, en ce moment, je travaille sur un documentaire. Ça va être à peu près 2 ans de ma vie, ce documentaire-là. 2 ans? Oui, le temps de recherche, le temps de tournage, puis le temps de montage et de distribution. C'est environ 2 ans de vie, un film. Des fois, ça peut être plus, des fois, ça peut être moins. Quand j'écris un livre, parce que je l'ai C'est fait en ça. partiel, fait que ça me prend aussi 2 ans. Il y en a qui passent 10 ans à travailler sur le même long métrage. Il y en a qui vont passer 6 mois à travailler sur un cours. Mais imaginez si t'aimes pas ton sujet puis que t'es pogné 2 ans. Ben, tu viens de perdre 2 ans de ta vie, mon chum. M'excuse, mais c'est ça pareil. 10 ans, c'est trop long. 10 ans, c'est vraiment long, mais ça, c'est des questions de subvention. Là, c'est une autre game. Ensuite de ça, ben, n'ayez pas peur d'essayer des choses. Ça va être cru dit de même, mais votre premier film, ça sera pas un chef-d'œuvre. Puis vous allez le regarder dans 2 ans, vous allez faire « Oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là? » Mais il faut que vous fassiez ça pour un jour faire vos chefs-d'œuvre. Faut commencer quelque part. Fait que faites, n'ayez pas peur d'essayer. Ayez pas peur de faire des niaiseries. « Ah, je vais faire un film de nuit qui se passe dans l'hiver, puis tout ça. » Puis là, tout le monde te regarde, tu es comme « Mais mon Dieu, mais comment tu vas faire ça concrètement? » « Je le sais pas, mais je vais le faire. » C'est ça aussi l'art. C'est ça aussi créer. Sinon, ben écoutez et lisez beaucoup de films, et de scénarios, de longs métrages, mais de courts métrages aussi. On a toujours tendance à regarder des longs métrages parce que c'est ça qui passe au cinéma Figaro. Mais vous écrivez du court métrage.
c'est différent, c'est pas la même approche. Et je vous donne un lien d'un site que j'adore qui s'appelle Tout part de là. C'est un site québécois qui répertorie des scénarios de long métrage et de court métrage québécois. Puis ça va du Ricardo Troggi 1995 qui vient de sortir au cinéma ou Les Belles Sœurs à le court métrage indépendant tourné avec les moyens du bord que personne ne connaît. Donc vous avez il y a une grande palette en fait de création. Fait que je vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est vraiment intéressant, surtout si vous voulez vous spécialiser dans la scénarisation. Parce que là, il faut savoir que je vous ai montré ma façon d'écrire. Mais oui, il y a du standard dans l'écriture de scénario, mais personne n'écrit vraiment ces didascalies de la même façon. Personne, tu sais, ça reste comme écrire un roman ou comme écrire une chanson. Vous allez finir par trouver votre couleur, votre patte. Mais en lisant d'autres, là, vous comprenez les différentes pattes de tout le monde, finalement. T'sais. Et dernier conseil, arrêtez de dire puis faites-le. Je connais tellement de personnes qui ont un projet en tête depuis 6 ans puis qui se sont jamais lancés. Mais ils vont te le dire. Tu vas le croiser dans un party puis que ah oui, je pense à ça, là, je préfère ce film-là, puis ça fait 4 ans qu'il te dit je préfère ce film-là, puis tu sais très bien qu'il le fera jamais le film. Dites-le pas que vous allez le faire, faites-le. Merci à vous, merci de m'avoir écouté, puis je vous souhaite plein de succès dans vos projets, dans vos films.